Bonjour à tous, vous allez commencer à devenir de plus en plus nombreux à assister au live. Alors, je vais faire une introduction un tout petit peu longue et laborieuse de façon à ce qu'il y ait le plus de monde possible qui profite des propos d'Alexandre Quentin, que je connais très très bien. Euh, Alexandre Quentin est l'associé et directeur des investissements chez USA France Financial. Il est connu pour mener de très nombreuses présentations qui sont aujourd'hui de plus en plus digitales, évidemment, vu le contexte euh, aux États- aux États-Unis pour les Français. Euh, Nous avons eu le plaisir de le recevoir plusieurs fois au Friend District et ces conférences ont un succès très très fort pour deux raisons. La première, c'est que évidemment les sujets qu'il aborde sont des sujets qui nous concernent tous, surtout dans un pays comme les États-Unis, et surtout pour des Français qui n'ont pas forcément une connaissance très pointue du système américain, de ses avantages, de ses particularités. Et la deuxième raison, c'est que Alexandre Quentin est très connu pour la qualité de ses interventions, aussi bien techniques, mais surtout pédagogiques. Et vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas forcément son niveau, et c'est le cas de la plupart des gens en général, ces explications sont particulièrement brillantes et, et claires à comprendre, ce qui est aussi le plus important et une des qualités dans ce métier de la gestion de fortune, puisque Alexandre a plus de 10 ans d'expérience dans ce secteur. Donc bonjour Alexandre, bonjour à toi. On se connaît depuis tellement longtemps que maintenant on se tutoie. Et je te laisse commencer, je t'interromprai peut-être si j'ai des questions ou si je vois qu'il y a des questions qui tombent et qui semblent enrichir ta présentation. Et je sais que tu es très à l'aise à être interrompu dans la limite du raisonnable, bien sûr. Merci beaucoup Romain, c'est un vrai plaisir d'être là et merci également pour ton temps et l'énergie que tu vas pouvoir nous apporter aujourd'hui. Donc on a à peu près 1 heure aujourd'hui pour pouvoir traiter du marché financier et de la gestion patrimoniale ici aux États-Unis. Donc je vais partager mon écran de suite pour pouvoir commencer. En même temps, n'hésitez pas, si vous avez des questions, avec plaisir on y répondra, soit durant la conférence mais également après. Donc n'hésitez pas. Alors, pendant que je suis en train de charger la présentation, je vais présenter notre cabinet. Donc, on est une équipe de 11 Français et Américains. On est basé à Philadelphie, Los Angeles et Miami. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, qu'on reste pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Au sein de nos cabinets, nous avons une diplômée notaire, un coordinateur fiscal, des directeurs de planification avancée et d'investissement, et l'ensemble de ces acteurs travaillent pour le bénéfice de la communauté française ici aux États-Unis. Au sommaire de cette conférence, premièrement, que se passe-t-il sur les marchés? Pourquoi tant de volatilité maintenant depuis 1 an? On va regarder ça ensemble. Comment contribuer à réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Puis nous allons aborder le sujet de comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse des marchés financiers, comment contribuer à réduire l'impact fiscal au sein de votre portefeuille d'investissement, et enfin, comment contribuer à optimiser votre stratégie patrimoniale en tant que résident fiscal américain. Un des mots d'ordre que je peux avoir pour aujourd'hui, c'est le fait d'être proactif, le fait d'être résident fiscal américain, peu importe si on est là pour 2 mois, 2 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on reste aux États-Unis, qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on a une vraie opportunité d'être passé par les États-Unis et il s'agit évidemment de la saisir si nous pouvons le faire. Lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, que se passe-t-il sur les marchés financiers? Pourquoi tant de volatilité? Revenons déjà sur la conférence que j'avais pu donner en mars 2020. Voilà le constat qui était en mars 2020. C'était évidemment le début de la pandémie du coronavirus, qui est ce qu'on appelle un event-driven recession, lié à évidemment cet événement. Il y a eu un momentum du marché spéculatif, du marché financier pendant les 10 dernières années. Il y avait également, rappelez-vous, une querelle pétrolière entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Le cumul de ce cocktail Molotov a fait qu'on a connu le plus gros crash financier, le plus rapide de l'histoire de la finance, près de 35% de pertes en l'espace de 3 semaines. Et voilà où on en était. Vous voyez, la plupart des indicateurs étaient au rouge. Il y avait quand même certains indicateurs qui étaient au vert, qui créaient de l'espoir à ce moment-là. Déjà, les politiques
monétaire favorable. Je vais y revenir. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On a Powell qui est à la tête de la Fed à l'heure actuelle qui va continuer à essayer d'avoir des taux d'intérêt bas, même si on a eu une augmentation il y a quelques jours. Les prix du pétrole étaient extrêmement bas à l'époque. Rappelez-vous, c'était même inférieur à zéro à un moment donné. Et puis maintenant que le marché avait perdu 35% de sa valeur, c'était un moment peut-être intéressant de se repositionner puisque les actifs étaient beaucoup plus proches de leur valeur réelle que de leur valeur spéculative. Où est-ce que l'on est maintenant à l'heure actuelle? Alors déjà, en avril de l'année dernière, que s'est-il passé? Le gouvernement américain a essayé d'agir de 4 manières. Un, c'était tout simplement des coupes fiscales qui ont été annoncées et effectuées pour pouvoir essayer d'endiguer la problématique du coronavirus. Deuxièmement, il y avait des PPP loans pour les entreprises pour essayer de garder leurs employés. Troisièmement, il y a des chèques qui ont été envoyés directement chez les gens. Par exemple, également, $600 supplémentaires pour les gens qui étaient unemployed. Et dernièrement, il y a eu des rachats du bon du Trésor américain à hauteur d'un montant qui n'a jamais été connu dans l'histoire. Rappelez-vous, en 2008, avec la crise financière, la Banque centrale américaine avait agi, cette fois-ci à hauteur de 80 milliards de dollars par mois à l'époque, et en avril de l'année dernière, c'était un rythme de 75 milliards par jour. Cette injection de liquidité massive a eu un impact réel sur à la fois les marchés et en espérant peut-être un petit peu l'économie réelle, mais d'où la dichotomie entre le marché financier qui a augmenté de manière exponentielle depuis avril de l'année dernière grâce notamment à l'injection de liquidité artificielle des banques centrales mondiales. Donc, maintenant, on est en... Je me permets, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, mais ces PP loans ont joué un rôle très, très important pour amortir la crise, puisque c'était des PP loans, c'est-à-dire des prêts sur les paychecks, c'est-à-dire sur les payrolls, c'est-à-dire sur les salaires, pour financer sa masse salariale dans les entreprises. Et ces prêts ont été de 2,5 fois, corrige-moi si je me trompe, la masse salariale, ce qui fait que la masse salariale a été financée grâce au gouvernement fédéral américain et qu'en plus, la plupart de ces prêts ont été annulés. C'est-à-dire que leur remboursement a été annulé, ils sont devenus une sorte de subvention. Donc, il y a eu véritablement un soutien extrêmement important et je connais beaucoup d'entreprises qui ont profité au très, très bon sens du terme de ces PP loans. Absolument, absolument. Ça a été un bridge extrêmement efficace. Il y a encore des nouvelles mesures qui sont. Il y a le 5e cycle d'injection de liquidité à l'heure actuelle qui essaie d'être voté en ce moment. 1,9 trillion dollars qui est sur la table. Des chèques également qui vont être directement envoyés chez les gens. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aider l'ensemble de l'économie et des gens dans cette difficulté à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, les indicateurs sont ouverts. On est vers un retour à la normale. Évidemment, 2021 va être extrêmement compliqué, c'est certain, mais on espère, on a tous l'espoir qu'en 2022, on puisse retrouver un semblant de normal d'avant Covid. Donc, momentum du marché financier qui est soutenu par les politiques monétaires qui sont absolument massives, on n'a jamais connu ça. Et puis, les démocrates également sont au pouvoir. Ils ont une position un peu plus keynésienne que les républicains, et donc on peut s'attendre qu'ils puissent faire jouer la planche à billets de manière un peu plus soutenue potentiellement que si c'était les républicains qui étaient au pouvoir. Et les taux d'intérêt restent faibles, et la Fed s'attend à continuer à garder les taux d'intérêt assez faibles. Alors ils ont augmenté de 50 bips, de 0,5% il y a quelques jours, mais on reste quand même sur les taux d'intérêt extrêmement faibles qui permettent toujours de pouvoir emprunter à des taux d'intérêt bas et ainsi relancer l'économie. Donc voilà, on est dans une perspective à l'heure actuelle positive, de par notamment l'injection de liquidité massive. Moi je dis souvent let's surf the wave, puisqu'à l'heure actuelle, tant que il y a une impression d'argent, il faut être de ce côté-là, parce que évidemment il y aura des tendances inflationnistes qui vont essayer d'être limitées à un maximum par l'ensemble des outils à la disposition des gouvernements et des banques centrales américaines. Mais évidemment, il s'agit d'être du bon côté de la balance, parce que évidemment, si vous étiez par exemple en cash les 12 dernières années, évidemment, avec l'inflation et l'augmentation des marchés, vous perdez en valeur monétaire tous les jours. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau du marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on va pouvoir en débattre dans quelques minutes. Deuxième question, comment réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? J'ai mis en exergue 4 stratégies. Premièrement, c'est une stratégie d'investissement qui soit réfléchie. Éviter les travers comportementaux. Deuxièmement, d'avoir une stratégie holistique, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder déjà votre stratégie globale et y positionner les investissements
au sein de la stratégie. Troisièmement, c'est d'avoir une haute vélocité. On a l'objectif que chaque dollar que l'on met de côté puisse être utilisé plusieurs fois, qu'il puisse jouer plusieurs rôles. Et enfin, on va utiliser des instruments qui existent aux États-Unis. Je vais faire l'avocat des variable income and release et income and release qui existent ici aux États-Unis qui peuvent apporter une valeur ajoutée. Donc, commençons par la stratégie numéro 1. Alors, une stratégie d'investissement qui soit réfléchie. Si vous voyez le graphique à gauche, c'est le marché entre 1996 et 2016. Et vous avez, entre l'augmentation et la baisse des marchés financiers, vous avez les impacts également émotionnels liés à cela. On est dans une certaine euphorie dans un plus haut de marché. On est dans un système de panique quand on est au plus bas du marché. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie qui soit avisée, avérée. Si vous voyez le graphique à droite, en 2015, le rendement était proche de 14% sur le marché, alors que l'investisseur moyen n'était à 5,5%. La grande dichotomie à long terme, c'est la gestion émotionnelle. Prendre des décisions rationnelles sur le long terme permet de vous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir vous donner. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est d'avoir une diversification qui soit la plus optimale possible. Donc, 2 points là-dessus. Évidemment, l'idée, c'est d'être diversifié, de faire appel, par exemple, à la théorie moderne du portefeuille, qui nous dit tout simplement qu'il s'agit d'être diversifié, de détenir au minimum 35 actions pour réduire le risque qu'on appelle unsystematic risk, qui est le risque d'une seule compagnie, et de garder le risque systématique de marché. Donc, déjà, éviter le risque d'une seule compagnie. Par exemple, si vous êtes cadre d'une grande entreprise et que vous avez des stock options, des actions ou autres, il y a certaines stratégies, on va y venir, on va y réfléchir, parce que vous êtes extrêmement peu diversifié. Vous avez beaucoup de votre carrière, de vos revenus déjà au quotidien, mais également de votre valeur patrimoniale qui est liée à une seule compagnie. Donc l'idée est potentiellement de diversifier cela, de faire appel à différentes classes d'actifs. L'objectif en termes de la théorie moderne du portefeuille, c'est tout simplement d'avoir un certain nombre de classes d'actifs pour que la corrélation, la covariance entre les classes d'actifs fait que vous avez un risque qui est quasiment nul, parce que certaines classes d'actifs vont pouvoir contrebalancer d'autres quand il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Et ainsi, le Graal, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle de l'alpha, de créer du rendement en prenant un minimum de risque donné. Donc l'idée, c'est d'avoir une certaine diversification, de faire appel à des professionnels notamment, de savoir quelles seraient les classes d'actifs à privilégier selon l'univers économique dans lequel nous sommes, et ainsi surpondérer certaines classes d'actifs et sous-pondérer d'autres. Nous travaillons à un certain nombre de partenaires pour pouvoir le faire, tel qu'on a déjà parlé de BlackRock aujourd'hui, mais évidemment, on est là pour pouvoir accompagner nos clients, de mettre en place une diversification qui soit la plus optimale possible, mais également comprendre l'allocation. Et c'est pour ça que je vais transitionner à la slide suivante, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir une diversification qui soit la plus optimale possible. Et puis, on passe à la slide suivante. Comment est-ce qu'on peut créer de la valeur patrimoniale? Et bien, tout simplement, nous n'avons que 3 options. 1, c'est d'épargner pendant une très longue période de temps. 2, c'est ce que j'appellerais ownership. Vous détenez votre propre compagnie et vous détenez soit des parts d'une compagnie sur le marché privé ou sur le marché public. Et dernièrement, c'est l'immobilier, c'est le real estate. Il n'y a que 3 manières. L'ensemble des autres actifs que l'on va voir ensemble s'inscrivent dans la planification financière, qui sont des actifs qui sont indispensables pour une stratégie patrimoniale optimale. Mais, grosso modo, il y a 2 manières, ownership et real estate, tout simplement. Et l'objectif, c'est de créer de l'efficacité patrimoniale, que chaque dollar que l'on met de côté puisse pouvoir jouer plusieurs rôles. Je le dis normalement, c'est un haut degré de vélocité. La vélocité de la monnaie pour un pays, c'est tout simplement le ratio entre le PIB, le produit intérieur brut, et la masse d'argent disponible. Si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus le PIB est élevé, et plus c'est un indicateur que l'économie est saine, parce que des individus et des entreprises vont acheter et vendre des biens et des services, et l'argent va passer d'une poche à l'autre, et plus le PIB est important, et plus il se passe des choses dans le pays qui sont positives. Donc nous, d'un point de vue granulaire, au sein de notre patrimoine personnel, on va essayer de faire en sorte que chaque dollar que l'on met de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles. C'est notamment pour cela qu'on peut argumenter contre le fait de potentiellement maximiser ses programmes de retraite. Ça peut avoir du sens dans certains cas, et dans d'autres cas, l'idée, c'est généralement, quand on a des programmes de retraite de type 401k ou autres, de récupérer évidemment le match de l'entreprise, si vous avez déjà réglé vos problématiques de liquidité pure à court terme, parce que vous avez déjà un bonus supplémentaire à récupérer, mais au-delà, on va se poser la question notamment, est-ce que ça a du sens de continuer à mettre de l'argent jusqu'à la totalité de ce qu'on est capable de mettre? Pourquoi? Parce que quand on va mettre $1 vers un compte de retraite, celui-ci va ne jouer qu'un seul rôle. Il va jouer un rôle qui est d'avoir de l'argent pour la retraite. Mais il ne va pas pouvoir jouer
1, 2, 3, 4 rôles durant sa vie, devant son accumulation de richesse, qui va pouvoir nous permettre de démultiplier notre stratégie. Donc, toujours important de poser ce type de questions-là d'un point de vue stratégique. Puis enfin, on va passer à la partie des annuities, qui vont permettre à la fois de réduire le risque et potentiellement de faire grandir. Alors, le premier type d'annuities, c'est ce qu'on appelle les capital annuities. L'objectif de ce type d'instrument-là, c'est de minimiser l'impact de perte et de toujours avoir un potentiel de rendement. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple, je vais vous donner un exemple qui est assez concret. Vous pouvez investir donc, sur le S&P 500. Donc, ça veut dire que, imaginez que vous positionnez 100 000 $. L'argent sera diversifié, en tout cas sera positionné sur le S&P. Vous allez générer les rendements du S&P. Si le S&P prend 2%, vous prenez 2%. S'ils perdent 3%, vous perdez 3%. Vous pourrez choisir un term qui est de 1 an, 3 ans ou 6 ans. À l'issue de ces années-là, vous pouvez soit repartir sur un autre terme, ou bien vous pouvez dire j'arrête complètement et puis je rediversifie mon portefeuille, ou puis je vais investir dans l'immobilier, vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec cet argent-là. Mais pendant cet objectif-là, d'1 an, 3 ans ou 6 ans, on va générer donc les rendements du S&P, mais on va avoir à la fois un cap et ce qu'on appelle un buffer. Donc à l'issue, je prends 6 ans pour l'exemple, à l'issue des 6 ans, le marché va faire ce qu'il fait, ça peut augmenter, ça peut baisser, il va faire ce qu'il fera, mais vous aurez un cap, ça ne peut pas aller au-delà d'un certain montant. À l'heure actuelle, on peut encore trouver des annuities où le cap est illimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cap, ou on peut trouver des compagnies qui vont dire notre cap est par exemple de 300%, c'est-à-dire de 4 fois la valeur entre maintenant et 6 ans, qui équivaudrait à du 25-30% de rendement annuel. Donc un cap qui est ou extrêmement élevé ou quasiment illimité, mais en contrepartie, on a un buffer. Et par exemple, on a un buffer de moins 20%. C'est-à-dire que si le marché, dans 6 ans, si on investit maintenant et dans 6 ans, on regarde, si le marché a pris 140%, on prend 140%. Mais s'il a perdu, par exemple, 15%, eh ben, ces pertes sont sécurisées. On va récupérer notre mise. Si on a perdu 25% en réel, comme les premiers 20% sont sécurisés, on n'aura perdu que 5%. Et ce qui est intéressant, par exemple, sur le cas de 6 ans, c'est que dans toute l'histoire de la finance, il n'y a jamais eu de période, si vous prenez n'importe quel mois et vous regardez 6 années plus tard, il n'y a jamais eu 6 années d'affilée où la perte a été supérieure à 20%. Et donc, ça permet d'avoir une très belle sécurité. On n'est pas complètement garanti de ne pas perdre d'argent, mais on a une très, très forte probabilité de ne pas perdre de l'argent et avec toute la possibilité d'avoir l'upside du marché. Et la dernière chose qui est intéressante sur ce type d'instrument, c'est qu'il y a 0 fees. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être investi, ça ne coûte rien, il n'y a pas de compensation au conseil financier, etc. C'est 0% de fees, qui est assez compliqué à comprendre, mais ça permet qu'il n'y ait pas de drag, d'aspect négatif de rentrer sur ce type d'instrument-là. Et le dernier point là-dessus, je voulais souhaiter tout simplement introduire le Sharpe ratio. Qu'est-ce que le Sharpe ratio? C'est tout simplement l'expected return, ce qu'on attend en termes de rendement moins le rendement garanti, qui est par exemple les treasury à 10 ans, qui sont passés à peu près à 1,5%, et la volatilité, ce qu'on appelle le standard deviation. Et c'est un ratio extrêmement intéressant, puisque plus ce ratio-là est élevé, plus on va avoir du rendement pour la unité de risque que l'on va prendre. Mais ce qui est intéressant avec ce type d'instrument-là, puisque l'on a de la protection qui a été émise par la compagnie d'assurance, et ben ça permet d'avoir un Sharpe ratio qui est 2 fois plus supérieur à si on investissait tout simplement sur le S&P sans avoir de protection. Ça, c'est extrêmement intéressant en termes de gestion patrimoniale parce que si on prend moins de risques dans sa stratégie patrimoniale parce qu'on positionne une partie de son argent dans ce type d'instrument-là, eh ben, on peut même prendre plus de risques sur les autres classes d'actifs et ainsi booster le rendement global en prenant beaucoup moins de risques. Donc voilà un premier actif qui puisse exister. Et maintenant, on va également parler de ce qu'on appelle les income annuities, où ça a un rôle différent. Alors, avant de se plonger là-dedans, je vais répondre à la question que vous voyez en haut à droite. Que faire de son 401K? Alors, quand on part de son employeur, qu'on rentre en France, votre 401K est d'une certaine manière libéré. Vous avez maintenant 4 options à votre disposition. Par exemple, si je pars de mon employeur, mon 401K, c'est mon ancien 401K, je peux le laisser avec mon ancien employeur. C'est une possibilité. Maintenant, généralement, je devrais m'acquitter des frais administratifs qui étaient payés par mon employeur, mais je peux ne rien faire et le laisser dedans. Ça va continuer à être investi comme je le souhaite. Deuxièmement, je peux le transférer vers le nouveau 401K de mon nouvel employeur. Si, par exemple, je trouve qu'il y a des fonds intéressants dans mon nouveau 401K, pourquoi pas. Je peux également sortir les fonds. Je peux complètement sortir mon 401K et avoir l'argent sur mon compte courant, avec des implications. Parce que généralement, si c'est un 401K traditionnel, c'est de l'argent qui a été... vous avez pris une déduction fiscale quand vous avez mis l'argent dans votre 401K, c'est déféré d'un point fiscal et vous payez des impôts lorsque vous sortez l'argent. Donc, chaque dollar qui sort d'un 401K est taxable sur le revenu. Imaginez que vous sortez 500 000 $ d'un coup, eh ben, vous avez 500 000 $ de revenus l'année où vous allez sortir l'argent.
Donc, déjà, si vous sortez l'argent de votre 401k, vous avez de l'impôt à payer sur le revenu lié à chaque dollar qui va sortir, mais également, si vous sortez l'argent avant 59 ans et demi, vous allez faire face à une pénalité de 10%, et au-delà de 59 ans et demi, vous n'avez aucune pénalité, vous êtes au-delà de cet âge requis. Quatrièmement, on peut le transférer, faire un transfert vers un IRA, un Individual Retirement Account, qui est exactement la même chose qu'un 401k. Le 401k, c'est lié à un employeur. Individual Retirement Account, c'est de manière individuelle. Vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle institution financière. Vous pouvez ouvrir un IRA. Et ce qui est intéressant avec l'IRA, c'est que maintenant, vous n'avez plus le carcan du 401k, ou en tout cas des options au sein du 401k. Par exemple, dans certains 401k, on a l'option de choisir qu'entre 25 et 30 fonds mutuels. Et au-delà de cela, on n'a pas vraiment d'autres options. Et là, ça nous permet, dans un IRA, de choisir exactement ce que l'on souhaite mettre dans un IRA. On peut y mettre de l'investissement sur le marché, on peut mettre de l'immobilier, des commodités, même potentiellement la crypto, etc. On peut faire ce que l'on veut et on peut tout simplement y positionner des annuities. Et là, je vais faire le cas de ce qu'on appelle les income annuities. Et qu'est-ce qu'une income annuity? Le rôle d'une income annuity à long terme, c'est de faire augmenter la valeur de notre capital dans la phase d'accumulation et à terme, à la retraite, d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie en termes de rente. Donc, à quoi cela correspond? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a par exemple 50 ans, qui positionne 100 000 $ à travers une compagnie d'assurance, dans un contrat d'annuité. Certaines compagnies vont par exemple garantir x2 en 10 ans, x2,5 en 15 ans. Et donc, tout simplement, entre 50 ans et 65 ans, ces 100 000 $ sont garantis d'augmenter à environ 250 000 $, garantis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 100 000 $ sont investis sur le marché financier. Si le marché augmente et que vous êtes à 500 000 $, ben vous prendrez 500 000 $ en considération. Si c'est 400 000, on prendra 400 000. Mais s'il n'y a plus que 100 ou 0, vous êtes garanti un minimum de 250 000 $. Et donc, c'est comme si on investissait sur le marché financier, mais au moins avec un filet de sécurité. Un filet de sécurité qui n'est pas inintéressant. Et l'objectif de cet instrument, quand on est à la retraite, par exemple, à 65 ans, c'est de tourner ce montant en une rente pour le reste de notre vie. Et les taux actuels sont environ de 5%. 5% de 250 000 $, qui est le pire scénario, parce que là, ça veut dire que j'ai rien gagné grâce au marché financier. 5% de 250 000 $, ça fait un chèque de 12 500 $ par an pour le reste de notre vie. For life. Si par exemple j'avais 500 000 $, ce serait évidemment le double, ce serait 25 000 $ par an pour le reste de notre vie. Donc en d'autres termes, si par exemple j'ai 50 ans et j'ai 100 000 $ à passer pour la retraite et que j'ai l'opportunité d'attendre 15 ans, eh ben, le pire scénario, c'est que j'ai à ce moment-là 12,5% de rendement à vie pour le reste de ma vie. Si c'était évidemment, il y a une augmentation du marché et que je suis à 500 000 $, ben, j'ai un rendement de 25% à vie pour le reste de ma vie. L'avantage de planification fiscale, c'est que dans toute l'accumulation, il n'y a aucun impôt à payer. Et le jour où je vais récupérer ce chèque de 12 500 $, une partie sera considérée comme le capital que j'ai investi, sur lequel j'ai déjà payé des impôts, et une partie sera considérée comme les intérêts générés. Et l'IRS, le fisc américain, va calculer l'espérance de vie. Pour un homme de 65 ans, l'espérance de vie est de 83 ans. Et donc, les intérêts vont être étalés sur 18 ans. Donc, l'avantage de fiscal, c'est qu'on va déférer l'impact fiscal pendant une très longue période de temps, et le jour où je dois m'acquitter de l'impôt, je vais encore étaler cela pendant une très longue période de temps, d'où l'avantage fiscal. L'avantage de planification financière, il y en a 3. Premièrement, c'est on garantit l'argent que l'on va mettre dedans, on va garantir une accumulation minimale, et également, on va bénéficier de l'upside potentiel du marché, et dernièrement, on va avoir un revenu garanti pour le reste de notre vie. Et on va voir ensemble, dans un deuxième temps, plus tard dans la conférence, à quel endroit de la stratégie patrimoniale cet instrument potentiellement pourrait jouer un rôle stratégique. Voilà pour comment réduire le risque. Est-ce que potentiellement, Romain, tu veux peut-être avoir des questions ou y a-t-il des questions peut-être dans l'audience? Non, j'ai pas de questions pour l'instant. Comme je l'ai annoncé, tu es particulièrement clair, en même temps particulièrement en forme, donc rapide, fais attention, mais en même temps, je t'indique qu'il est 3h25 et que, effectivement, même si on pourra aller au-delà, évidemment, du temps imparti, les personnes, en revanche, vont peut-être souhaiter aller assister à d'autres conférences. Absolument. Absolument. C'est pour ça que je suis un petit peu rapide, mais vous aurez l'occasion également de revoir cette conférence. Ça reste très compréhensible. C'est musclé, mais c'est compréhensible. Très bien. Parfait. Donc, on va passer à la troisième question. Comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse des marchés? Alors, l'idée, c'est de mettre en place une stratégie qu'on appelle à 2 vitesses. Alors, la première vitesse, c'est d'avoir de l'argent en permanence sur le marché financier et immobilier. Alors, je mets le financier et l'immobilier parce que vous l'avez vu avant, on en a déjà discuté, et que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale au-delà de mettre de l'argent de côté pendant une très longue période de temps, c'est l'aspect ownership et l'aspect real estate, l'aspect immobilier.
Et quand on est investi sur ces classes d'actifs, l'objectif de rendement à long terme, c'est de générer un minimum de 7 à 8%. C'est l'objectif. Vous voyez la ligne linéaire que je vous ai mise, c'est qu'à long terme, on souhaite générer un minimum de 7 à 8%. Si on ne souhaite pas générer ce type de rendement-là, ça ne sert à rien de positionner son argent sur ce type de classe d'actifs-là. Il y a d'autres classes d'actifs qui feront l'affaire, mais quand on est investi, c'est l'objectif à long terme. Comme vous le voyez sur mon écran, j'ai mis des petites vagues, puisque maintenant, ça fait 30 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal, d'une économie d'expansion, crash, expansion, crash. Il faut savoir que les actifs financiers sont pricés à travers un certain nombre de manières, mais ça suit ce qu'on appelle le CAPM, le Capital Asset Pricing Model, qui suit une courbe normale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un Black Swan Event, un événement qui n'arriverait que 1% du temps à 3 standard deviation, donc un événement qui est très rare, tel qu'un crash du marché financier, il n'arriverait que tous les 70 ans. Or, de manière empirique, tous les 7 à 12 ans, on fait face à un crash du marché financier, ou en tout cas à une récession ou une sharp récession, tout simplement. Donc, si on suivait que le modèle-là, tout simplement, on resterait investi, etc. Mais il faut comprendre qu'un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle. Un crash du marché financier n'est pas une bonne nouvelle. C'est tout simplement une nouvelle. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive qui seront fullement heurtées par ce type de problématique tel qu'un crash du marché financier. Donc, je vais prendre l'exemple de l'américain moyen. Alors, avant de me jeter là-dedans, il faut savoir qu'aux États-Unis, 60% de la population américaine a moins de 25 000 $ de côté. On vit dans un pays avec de très, très fortes inégalités. Puis après, les personnes qui sont entre 60% et 85%, la manière dont ils vont construire leur patrimoine, c'est ils vont acheter un bien immobilier, repayer ce prêt immobilier, des fois accélérer les paiements, et deuxièmement, maxer leur 401K. Mettre un maximum sur les marchés financiers, 401K, et ils vont être fullement investis. Et la problématique, c'est que quand il y a un crash du marché financier et immobilier et qu'ils se rapprochent de leur retraite, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, si par exemple j'avais 300 000 $ dans mon 401K et que maintenant le marché en 2007-2008 perd 57%, je suis diversifié, je perds que 33%, je me retrouve avec 200 000 $, stratégiquement parlant, si je sors à ce moment-là, je réalise des moins-values permanentes et je ne tire pas l'avantage du rebond qui va suivre. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je dois rester investi. Et si je me rapproche de la retraite et que je voulais prendre ma retraite, potentiellement, je n'ai pas assez d'argent pour avoir assez d'argent pour pouvoir avoir le style de vie pour le reste de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois continuer à travailler. Si on a la possibilité de le faire. Évidemment que les pépins de santé, le fait qu'on gagne en âge, on soit peut-être moins attractif sur le marché du travail, la plupart des gens se sont retrouvés à continuer à travailler ou de prendre la retraite à 65 ans, ont poussé 70, etc. Évidemment, ce n'est pas une stratégie patrimoniale proactive et optimale. Donc, à l'inverse, qu'est-ce que l'on peut faire ? C'est tout simplement d'avoir une deuxième vitesse. D'avoir une deuxième vitesse qui, elle, est non corrélée au marché financier immobilier et qui nous permettra de tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Un actif qui est très simple à comprendre, c'est d'avoir du cash. Vous avez du cash à la banque, vous avez des liquidités, vous avez déjà entendu parler de l'expression « cash is king ». Cash is king, c'est parce qu'il y a des opportunités à ce moment-là. Vous êtes liquide, vous avez de l'argent, vous pouvez les investir et il y a des opportunités. Évidemment, cash is king que quand il y a des opportunités. Une opportunité, c'est, par exemple, vous lancez votre propre entreprise, ou un ami a lancé son fonds en artificial intelligence, ou bien simplement, il y a un crash du marché financier et immobilier, et que maintenant, des actifs ont été dépréciés, et c'est intéressant de tirer avantage de cette opportunité de se positionner à ce moment-là. Comme le cash ne rémunère rien, ou très proche de rien, on perd tous les jours avec l'inflation, tous les 15-20 ans on divise par 2 le pouvoir d'achat, tous les 30-40 ans on divise par 4, on va conseiller à nos clients d'avoir 6 à 12 mois de dépenses de côté en cas de pépin. On perd son emploi, on a un problème avec la toiture, on doit retourner en France. Avoir 6 à 12 mois de dépenses de côté nous permet de voir les choses venir et on est très confortable de ne générer qu'entre 0 et 1% sur cet argent-là. C'est son objectif, c'est son rôle. Au-delà de cela, un autre actif non corrélé qui peut avoir du sens, c'est ce qu'on appelle le cash value life insurance. D'avoir un instrument qui, lui, non corrélé au marché financier, qui est garanti d'augmenter, une des caractéristiques, c'est qu'il a un rendement qui est avec des attentes supérieures à l'inflation. Il faut s'attendre à un rendement qui est entre 3 et 5%. Il ne faut pas s'attendre à gagner du 10, 15, 20, 30%. C'est pas du tout l'objectif de cet instrument-là. Et ce qu'on appelle cash value life insurance ici aux États-Unis, ça génère du 3 à 5% à long terme. Il y a également une assurance décès qui est attachée. On va y revenir sur cet instrument-là. Mais ayant des actifs qui sont non corrélés, si par exemple, entre mon cash et mon Wally, mon cash value life insurance, j'ai environ 150 000 $ de cash disponible, rien ne m'empêche de pouvoir utiliser une partie de cet argent-là, par exemple 100 000 $, et tirer avantage d'opportunités. Tel qu'acheter un bien immobilier, par exemple. Par exemple, Manhattan, à l'heure actuelle, semble être un marché, à l'heure actuelle, qui est en deçà de ce que l'on a pu connaître il y a d'autres années. Ça peut être intéressant, potentiellement, de se positionner sur un certain nombre de classes d'actifs. Alors,
je pense que vous me suivez d'un point de vue théorique, je l'assume, tout simplement. Mais d'un point de vue empirique, une question qu'on pourrait se poser tout simplement, c'est Alexandre, très bien, je comprends d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue empirique, quand est-ce qu'on est au meilleur moment de pouvoir mettre en jeu ces liquidités-là? Quand est-ce qu'on est au plus bas de ce marché-là pour pouvoir maximiser son rendement? Et la réponse à cette question, c'est j'en ai aucune idée. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien, sinon les marchés ne seront pas ce qu'on appelle efficient. Il n'y aurait pas de marché financier. Et donc, nous, en tant que conseiller financier, on va s'appuyer sur un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle les current et lagging indicators qui nous permettent de nous repositionner à l'achat, doucement mais sûrement, pour pouvoir tirer avantage d'opportunités de marché. Je ne vais pas faire l'ensemble. Alors, il y en a 7 que nous regardons en phase de forte volatilité, en phase de risque, en phase de crash financier. Je ne vais pas faire l'ensemble des 7, mais je vais mettre en exergue un aujourd'hui pour vous, et c'est notamment l'impulsion de la Banque centrale américaine. Rappelez-vous, en 2007, c'était la crise des subprimes. Il n'y avait pas un, deux, mais des millions d'Américains qui ont commencé à acheter 1, 2, 5, 10, 15 biens immobiliers. Ils n'avaient potentiellement pas les reins solides s'il y a une augmentation des taux d'intérêt de faire face au repaiement. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y avait beaucoup de personnes qui ont acheté des biens immobiliers avec des credit scores très faibles, qui étaient considérés comme du subprime, c'est-à-dire inférieur au prime rate, les gens qui ont les reins solides. Et donc, il y avait deux facteurs un petit peu assez intéressants. C'est que, un, les real estate agents disaient à leurs clients, n'hésitez pas à investir parce qu'on est sur un marché financier et immobilier exponentiel. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous pourrez très probablement revendre plus haut. En parallèle, les mortgage brokers, tout simplement, à l'époque, il n'y avait pas besoin de beaucoup de papier. Vous pouvez essayer, il y avait même des petits astérix de temps en temps. Vous dites, voilà, c'est un taux variable, mais c'est indexé sur d'autres valeurs qui, si elles augmentent, évidemment, votre repaiement augmente également. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes se sont retrouvées sans la capacité de repayer leur prêt immobilier. Et beaucoup ont dû vendre. Des millions de personnes ont dû vendre leur immobilier, se sont retrouvées underwater, parce que le marché immobilier s'est écroulé. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas de problème pour les mortgage brokers de faire un maximum de transactions parce qu'en fait, ils revendaient le risque à des investisseurs, à des grandes institutions telles que Goldman Sachs, Lehman Brothers, Bear Stearns, etc., qui packageaient ces instruments de dette dans ce qu'on appelle des CD ou CMO. 70% de l'instrument était de très forte qualité et 30% était à peu près ce qu'on appelle du subprime. Et quand ces subprimes se sont avérés toxiques par la non-capacité des personnes à repayer leurs prêts, et ben maintenant, ces grandes institutions, ces grandes banques se sont retrouvées avec énormément d'actifs toxiques. Une des problématiques que l'on avait dans cette crise-là, c'était le conflit d'intérêts entre les banques et les agences de rating telles que Fitch et Moody's, qui tout simplement, la banque disait, je vous paye pour mettre un rating sur mon instrument, si vous ne mettez pas du AAA, je vais aller voir votre voisin. À mon avis, les implications financières étant trop élevées, et ben ils ont dit, ok, on va mettre un AAA, de toute façon, on ne comprend pas énormément votre instrument, on va mettre du AAA sur votre instrument qui génère du 7%. Beaucoup ont acheté ce type d'instrument-là, ne sachant pas exactement ce qu'il détenait. Et quand la marée s'est retirée, et ben, beaucoup de ces actifs se sont retrouvés toxiques. Et ça a un impact directement sur la solvabilité des banques qui se sont retrouvées avec des caisses assez vides. Et des grandes institutions telles que Lehman Brothers et Bear Stearns sont complètement écroulées. Et ça a un impact direct sur la liquidité et la garantie, en tout cas la confiance sur le marché. Il faut savoir que chaque banque, chaque institution doit être à l'équilibre au niveau de leur compte chaque soir. Et il y a ce qu'on appelle un interbank rate. Les banques se prêtent de l'argent la nuit. Quand l'économie se porte bien, il n'y a aucun problème. Mais quand du jour au lendemain, il y a des too big to fail, il y a Bear Stearns et Lehman Brothers qui sont complètement écroulés, et que vous avez le besoin de devoir prêter potentiellement l'argent à quelqu'un d'autre, vous allez vous réfléchir maintenant à 2 fois parce que vous n'avez pas la garantie de revoir votre argent le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle le flight to safety. Et la plupart de ces grandes institutions ont placé des milliards, des trillions de dollars dans les bons du Trésor américain pour avoir la garantie du gouvernement américain de revoir leur argent le lendemain. Et ainsi, ça a un impact direct sur l'économie réelle, parce que maintenant, cet argent, cette masse d'argent disponible dans l'économie, maintenant est bloquée dans la Banque centrale américaine, et maintenant, des individus qui veulent continuer à acheter de l'automobile ou de l'immobilier ne peuvent plus emprunter, des entreprises qui voulaient souhaiter développer leur capex, acheter des entreprises, des usines, ne peuvent plus continuer à se développer, et ainsi, commencent à licencier, augmentation du chômage, crise sociétale derrière. Donc, crise économique, sociétale, financière, économique, on l'a tous vécu en 2008. Et donc, la Banque centrale américaine a décidé en octobre 2008, donc janvier, février, mars, avril,
augmentation du chômage, etc. Et en octobre, a décidé d'annoncer ce programme TARP. Ils ont décidé de racheter à hauteur de 80 milliards de dollars par mois ces bons du Trésor américain, de le remettre en liquidité dans ces banques. Ils ne peuvent plus les mettre dans les bons du Trésor américain. Ils doivent trouver d'autres sources d'investissement et ainsi investissent dans des actifs qui sont un peu plus risqués et ainsi de suite. Et ça fait un effet boule de neige. Et entre le 9 mars 2009 et en l'espace de 9 mois, il y a eu un rebond du marché financier ici de près de 70%, sans cause économique, grâce à l'impulsion artificielle de la Banque centrale américaine. Je fasse. Oui. Alexandre, tu répondais aussi à la question que tu t'es posée toi-même, à savoir quel est le bon moment pour lancer une stratégie. Et tu disais, je ne sais pas, parce que c'est le principe des marchés financiers, etc. Et je rebondis juste sur une question que vient de poser il y a quelques minutes Jean-Christophe, qui est un peu, en termes de temporalité, la même. Quelque part, pourrait-on tirer parti de cette brillante stratégie si l'on revient à passer sa retraite et fin de vie en France, ou est-il préférable de rester aux États-Unis? Et c'est une question qui t'est souvent posée, donc je pense que c'est assez facile pour toi de répondre. Alors, la réponse est très simple, c'est peu importe. Peu importe si vous êtes aux États-Unis, en France, où sont positionnés vos actifs financiers, immobiliers et vos liquidités non corrélées. Là, de ce que je vous présente, la seule problématique que je vois, c'est que de tout ce qui est présenté, il n'y a que la cash value life insurance qui est disponible aux États-Unis, que vous allez pouvoir utiliser depuis les États-Unis, même si vous rentrez en France, bien évidemment, puisqu'on garde tous les avantages financiers, fiscaux et légaux sur ce type d'instrument-là. Mais sinon, pour le reste, pour l'investissement sur le marché financier immobilier, vous pouvez le faire de n'importe où. Excellente question, mais évidemment, ça reste d'actualité. Pour finir sur cela, donc quand on commence à avoir ce type d'indicateur, donc là je vous ai présenté un des 7 indicateurs, mais tant qu'on commence à avoir cet indicateur-là, on va se repositionner à l'achat. Et c'est à ce moment-là, on va mettre en place une stratégie de dollar cost averaging, avec l'idée, au lieu de mettre 100 000 $ d'un coup, on va mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois. Et ainsi, on va tirer avantage de l'anomalie de marché, on va voir la moyenne de ces 10 mois, on va revenir sur nos pieds. Par exemple, 2007-2008, il aurait fallu 3 ans pour revenir sur ses pieds, au lieu d'avoir attendu 10 ans, parce qu'entre 2007 et 2017, c'est ce qu'on appelle de lost decade, on repositionne ces 100 000 $ au chaud. Et ce qui s'est passé entre 2010 et 2021, le marché a été phénoménal. Il a très probablement généré proche des 12% par an de par cette augmentation exponentielle. On n'a pas besoin de battre le marché. Le marché, voilà ce qu'il nous a donné. On se rapproche le plus de ce que le marché puisse nous donner, et voilà le type de rendement que l'on aurait pu avoir. Donc tout simplement, si on utilise ces deux classes d'actifs de manière non corrélée, on aurait à long terme la moyenne de ces rendements-là sur le long terme, la moyenne pondérée de ces rendements-là, mais si on les utilise de manière proactive, à chaque fois qu'il y a des opportunités d'investissement, on va pouvoir booster nos rendements, puisqu'on va tirer avantage des rebonds à chaque fois, et de manière globale, on va prendre beaucoup moins de risques. On est beaucoup moins exposé au risque, on prend moins de risques et on génère plus de rendement long terme. CQFD, c'est exactement ce que l'on souhaite ajouter comme valeur ajoutée. Dernier point là-dessus, et je crois que j'en ai déjà parlé, mais en 2008, on était donc à un niveau de 80 milliards $ par mois de rachat du bon du Trésor américain. En 2020 de cette année, en avril, on était à hauteur de 75 milliards par jour, ce qui explique vraiment la dichotomie entre l'économie réelle et le marché. Et j'avais donné cette même conférence en mars de l'année dernière et j'avais exposé exactement cela. Et avec l'ensemble de notre clientèle, qu'est-ce que l'on a fait? On a mis en place un meeting qu'on appelle Investment Risk Review. On a vu tous nos clients qui ont des comptes d'investissement avec nous. On a regardé à la fois dans la stratégie globale, est-ce qu'on est bien préparé, ce qui est généralement le cas, puisqu'on a travaillé déjà depuis maintenant maintes années ensemble. Et deuxièmement, refaire un rebalancement du portefeuille qui soit efficace, qui soit proche de notre tolérance et notre capacité à prendre du risque, et ainsi tirer avantage de l'opportunité qui s'était présentée à nous en mars et en avril dernier. En l'espace de quelques mois, quasiment l'ensemble de notre clientèle est revenu sur leurs pieds entre le 1er janvier et par exemple le 30 juin 2020. Et évidemment, ce qui s'est passé depuis, le marché a été exponentiel. Et il n'y a pas de surprise. Quand la Banque centrale américaine imprime de l'argent, il s'agit d'être du côté du vent. Et c'est notamment Monsieur Buffett, Warren Buffett, qui le dit. Il dit deux choses. Déjà, quand la banque n'essaye pas de contrer la Banque centrale américaine. Et deuxièmement, I would always bet on the US. Donc, évidemment, un tilt assez US, assez gross, a pu permettre à nombreux investisseurs de tirer avantage de l'opportunité qui est arrivée en mars 2020.
Voilà à quoi ça ressemblerait, le dollar cost averaging. Donc, au lieu de mettre, par exemple, 100 000 dollars d'un coup, l'idée, c'est de mettre 25 dollars, par exemple, par mois. Et ainsi, vous aurez la moyenne. Par exemple, on serait sur une moyenne d'investissement autour de 19 dollars au lieu de 25 dollars si on avait mis tout d'un coup. Donc, voilà l'objectif. Voilà comment on peut être proactif. Donc, déjà, c'est par la stratégie patrimoniale globale. Et deux, l'implémentation de celle-ci. Et on travaille de manière très proche de l'ensemble de notre clientèle pour pouvoir les accompagner dans l'implémentation de cette stratégie. Question numéro 4. Comment contribuer à réduire l'impact fiscal au sein de votre portefeuille d'investissement? Nous avons 4 options à notre disposition. Premièrement, c'est de choisir potentiellement des instruments qui sont fiscalement intéressants. Vous avez tout d'abord des instruments de retraite, tout ce qui est 401k, IRA, Roth 401k, Roth IRA, SEP IRA, Simple IRA, des plans 529 qui sont des plans qui sont pour l'éducation. Attention là-dessus, comme on a une situation qui est généralement internationale, on ne sait pas généralement, alors il y a des personnes qui savent peut-être, mais on ne sait pas généralement où nos enfants seront à l'université. J'ai maintenant, moi, 3 garçons, je suis en train de mettre de l'argent de côté, mais je ne choisis pas, par exemple, personnellement, de faire un plan de 529. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la garantie de voir mes enfants aller à l'université américaine, parce que ces plans de 529, vous devez, ces universités doivent être accréditées par le gouvernement américain pour pouvoir en bénéficier, et si ce n'est pas le cas, il y a de fortes pénalités si vous n'utilisez pas l'argent de ce type de plan, si ce n'est pas dépensé pour des organismes accrédités par le gouvernement américain. Parce que, par exemple, il peut aller à McGill, au Canada ou en France ou ailleurs. Et puis, les 2 derniers points, ce sont des plans liés à la santé, les HSA et le FSA, Flexible Saving Account. Donc, ça vous permet également… le HSA, il faut savoir que c'est probablement la plus grande niche fiscale aux États-Unis. Alors, il y a des limites qui sont assez faibles de pouvoir mettre de l'argent dedans, mais c'est pas inintéressant de regarder ça, puisque c'est de l'argent avant impôt, taxe déférée, tax free, si vous utilisez l'argent pour des dépenses de santé. Sachant que vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent la même année que vous avez fait ces dépenses. Par exemple, vous pouvez contribuer à un HSA pendant 10 ans, vous ne sortez aucunement l'argent, vous bénéficiez des avantages fiscaux, et 10 ans plus tard, si vous gardez vos reçus, par exemple d'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, vous sortez l'argent, et si vous avez un audit ou quoi que ce soit, vous dites, il y a 10 ans, j'avais dépensé ça, voilà la raison pour laquelle j'ai sorti mon argent sans payer d'impôt. Donc, ça permet d'être un très bon instrument à garder sur le long terme, notamment. Donc voilà, on peut déjà choisir des instruments qui sont fiscalement intéressants. Deuxièmement, c'est de détenir des instruments fiscalement avantageux. Après, au sein des possibilités, il y a des instruments qui ont des avantages fiscaux. Par exemple, ce qu'on appelle les obligations municipales, les muni bonds, ici aux États-Unis, où il n'y a pas d'imposition au niveau fédéral. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 3% de coupons d'intérêt sur votre prise de participation dans ces obligations municipales, ce ne sera pas taxable au niveau fédéral. Alors après, évidemment, ça dépend de votre taux d'imposition. Je vous réfère évidemment à votre CPA pour regarder ça. Et également, donc ça c'est au niveau fédéral, et au niveau de l'État, si vous vivez dans le même État que la même obligation, tout simplement, vous n'aurez pas également d'imposition au niveau de l'État. Et deuxièmement, ce sont les assurances vie permanentes ici aux États-Unis, par exemple la Cash Value Life Insurance, qui c'est de l'argent après impôt, taxe déférée, tax free. Et donc, dès que vous mettez $1 là-dedans, il n'y a plus jamais d'imposition derrière si vous utilisez de manière optimale. Le point numéro C, c'est optimiser le positionnement des actifs au sein de vos comptes. Tout simplement, je vais prendre un exemple, vous avez 100 000 $ dans un compte d'investissement qui, lui, est taxable chaque année, parce qu'en plus, vous avez la liquidité, mais vous avez également 100 000 $ qui est au sein d'un 401k. Et imaginez que vous soyez un 6 sur 10 au niveau de votre tolérance, qu'on appelle le Risk Tolerance Questionnaire. Donc, très probablement, vous allez dire, je vais être proche de ma tolérance au risque, de ma diversification, de mon allocation. Comme j'ai un horizon d'investissement plus élevé généralement dans un compte de retraite, je vais me dire, je vais être un peu plus agressif, parce que je vais être au-delà des cycles économiques. Et potentiellement, je vais me dire, je vais être 70-30 en termes d'allocation sur mon compte de retraite. 70% qui est généralement matérialisé par les equity, les stocks, les actions, et 30% les bonds, le fixed income, les obligations qui permettent de manager le risque. C'est la partie risk management. Et je vais, par exemple, être plutôt 50-50 ici, au niveau de mon compte d'investissement, parce que j'ai la liquidité. Si j'ai besoin de l'argent un peu plus à court terme, je vais prendre un petit peu moins de risques, mais grosso modo, je suis un 6 sur 10 en global. Ça peut avoir du sens dans un premier temps de réfléchir de la sorte, mais avant l'implémentation réelle de ce type de stratégie, stratégiquement parlant, d'un point de vue fiscal, il est plus intéressant de détenir les obligations, les bonds au sein des comptes déférés. Pourquoi? Parce que quand on a des options, des coupons, quand on a des dividendes ou autres,
Si c'est inférieur à 1 an, eh ben, c'est de l'impôt sur le revenu. Et donc, stratégiquement parlant, la meilleure manière d'être positionné stratégique pour réduire l'impact fiscal, c'est de détenir l'ensemble des obligations au sein des comptes déférés. Donc là, dans mon exemple, j'ai 80 000 $. Donc l'idée, c'est-à-dire que dans mon 401K, quelle sera mon allocation? Eh ben, j'aurai 20% equity, 80% bonds. Et dans mes investissements qui sont taxables, eh ben, j'aurai 100% equity, 0% bonds. Je reste sur une allocation, 120 000 $ equity, 80% bonds, mais je me serai positionné de manière optimale d'un point de vue fiscal. Et le point numéro D, c'est que de nos jours, maintenant, nous avons des stratégies proactives pour réduire l'impact fiscal au sein du portefeuille. À l'époque, généralement, quand on a un conseiller financier, ils vous disent, voilà, on va faire une tax harvesting à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si vous avez des realized gains qui sont short-term ou long-term, si vous avez d'autres positions qui ont perdu en valeur, à la fin de l'année, on va dire, on va vendre les positions qui ont perdu de la valeur, qui va offsetter les gains, et ainsi on va réduire l'impact fiscal. Et ça, c'est une stratégie, je dirais, réactive. Alors que de nos jours, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle que l'on peut placer au sein des portefeuilles. Alors, il faut un certain nombre d'allocations. Généralement, on met ça en place pour notre clientèle qui a plus de 500 000 $ investis parce que on a assez d'argent pour pouvoir détenir des actions et des obligations en direct, d'être plus en contrôle de ce que l'on détient et de l'impact fiscal, et on peut y placer ce type d'algorithme. Et il y a 6 stratégies que vous voyez à l'écran en bas à gauche, donc tax loss accounting, loss harvesting, wider rebalancing ranges, tax retrading, gain and loss offset, transition of low cost basis stocks. L'ensemble de ces stratégies sont mises en application au quotidien, jour après jour. Au lieu de que ce soit réactif en fin d'année, c'est tous les jours que l'optimisation fiscale est faite au sein du portefeuille. Et comme vous le voyez sur le graphique à droite, 1% est généralement économisé de rendement qui se répartit en impôts chaque année. Et sur le long terme, évidemment, ça fait beaucoup d'argent qui se répartit en impôts. Donc, on a l'opportunité de nos jours de réduire l'impact fiscal grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle. Pas toutes les compagnies le proposent, donc c'est quelque chose d'assez encore néophyte. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Et on va finir avec la question numéro 5. Néophyte, tu veux dire innovant en fait. Ouais, voilà, tout à fait. On est vraiment au début de cela. Il y a quelques compagnies qui le font. Ça va, à mon avis, à un moment donné, ça va commencer à se démocratiser, mais il y a beaucoup de patents qui sont en place, et donc il y a très peu de compagnies qui puissent apporter cette valeur ajoutée-là pour leur clientèle. Alexandre, il va falloir répondre à des questions qui vont être assez faciles pour toi, mais sache-le que je vais t'en donner 5 au moins. Il y en a peut-être d'autres qui vont tomber. Et il est 3h48. Alors, peut-être que je vais finir ma conférence. Il me reste encore 10 minutes. On va prendre peut-être une ou deux questions, mais sinon, de toute manière, je suis à votre disposition. Je serai sur le booth également sur cette conférence. Envoyez-moi un email, prenez un rendez-vous directement. Je serai là pour répondre à vos questions avec plaisir. Comme cette session est enregistrée, je vais essayer de finir cette présentation. Très bien, donc la dernière chose que je souhaite aborder, qui va prendre une dizaine de minutes, c'est tout simplement le fait d'être résident fiscal américain dans sa gestion patrimoniale nous ouvre des opportunités. Si vous étiez déjà là ce matin, ça va être un rappel de ce que l'on a pu mettre en exergue. Tout simplement, voilà la manière dans laquelle on réfléchit en tant que Français quand on gère sa stratégie patrimoniale. Peu importe où on est dans le monde, on va réfléchir de cette manière-là parce que d'une certaine manière, on a été éduqué de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en phase d'accumulation, pendant qu'on travaille, on va économiser de l'argent. De par cette économie, on va se dire, on va essayer de l'investir, se diversifier, augmenter sa valeur patrimoniale, également l'optimiser fiscalement si besoin est. Par exemple, si on est en France et qu'on est résident fiscal français, qu'on va faire de l'immobilier, on va peut-être tirer avantage de lois, biens, etc. pour réduire l'impact fiscal, faire grandir notre patrimoine et ainsi accumuler un maximum de richesse. Le jour où on part à la retraite, on va essayer de vivre des revenus de ce patrimoine, au-delà des revenus garantis de Social Security, etc. Et le jour où on décède, ce qui restera sera donné à nos bénéficiaires, à nos enfants. Et il faut savoir que c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Il n'y a pas d'autre alternative. Et quand on part à l'étranger, on essaye de répliquer un petit peu cela avec les différents instruments à notre disposition. Et la problématique de cette stratégie-là, c'est que si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine, je peux croiser les doigts autant que je veux à mes parents qui sont 66 ans, 67 ans, qui sont restés en France, qui sont exactement dans cette stratégie-là, qui est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Et si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, ça va être extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué de garder son style de vie.
Donc, je ne vais pas faire l'ensemble des 20, mais je vais mettre en exergue les 5 majeurs. Premièrement, c'est la longévité. Il faut savoir que maintenant, on a la possibilité de vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans à la retraite. Et ainsi, le plus on est en vie, et plus ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Deuxièmement, c'est l'inflation. Tous les 15-20 ans, on divise par 2 le pouvoir d'achat. Tous les 30-40 ans, on divise par 4. La fiscalité. En faisant bas historique aux États-Unis, on a 37% au taux marginal supérieur, on était à 39,6% il y a 3 ans, on était à 70% dans les années 70, on était à 93% dans les années 30, 40. Évidemment, si on revient à une moyenne ou médiane historique, les démocrates également sont passés au pouvoir, on s'attend à une augmentation potentielle des impôts, et bien évidemment, on reviendra à un moment donné, de plus en plus, à une moyenne historique, et l'impact net sur nos revenus sera négatif. Et quatrièmement, c'est la volatilité. C'est que quand on veut générer du rendement, du revenu, il faut prendre un certain montant de risque. Tout d'abord, c'est ce que j'appellerais l'ordre des rendements. Il faut savoir que quand on part à la retraite, les règles financières changent du tout au tout. Si on regardait la performance de notre 401k ou notre investissement dans les 5 dernières années, et qu'on a généré par exemple 5% de rendement chaque année, et ben peu importe l'ordre des rendements, c'est plus 4, moins 2, plus 5, plus 10, moins 3, c'est la moyenne de 5%, peu importe les rendements. En tout cas, l'ordre des rendements. Mais le jour où on part à la retraite, l'ordre des rendements va être clé. Si par exemple je génère 30% de rendement la première année que je pars à la retraite et que je passe de 1 million à 1,3 million et que mon objectif c'est générer par exemple 4% de rendement, donc 40 000 $ au début de ma stratégie et je passe à 1,3 million, bah, très probablement ma stratégie sera gagnante pour le reste de ma vie. Mais à l'inverse, si je prends ma retraite et qu'il y a un crash du marché financier immobilier et je passe de 1 million à 700 000 $ parce qu'il y a un crash de 30% de la valeur patrimoniale et que je dois encore tirer mes 40 000 $, je passe à 660 000 $ à la fin de l'année, bah, pour pouvoir revenir sur mes pieds l'année suivante, bah, il va falloir que je génère 50% de rendement pour revenir sur le pied. Je ne connais pas beaucoup de retraités qui prendraient le risque nécessaire quand ils ont mis de l'argent de côté pendant toute leur vie pour pouvoir revenir sur le pied et ainsi, potentiellement, la problématique de cela, c'est qu'on sera affecté pour le reste de notre vie. Donc, il faut savoir que les 5 années après la retraite, les 5 années avant la retraite, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. Et deuxièmement, c'est le risque en lui-même. Pour générer du rendement, il faut prendre un certain montant de risque. Une compagnie de recherche en investissement qui est Morningstar, qui a tout simplement mis en exergue le fait que il ne faudrait pas prendre plus de 2,81% de revenus, de rendement de son patrimoine, pour pouvoir avoir 99% de chances de succès. Et évidemment, si on prend plus de risques, la probabilité de succès descend. Et si je prends que 5%, qui n'est pas énorme, 5%, la probabilité de succès descend à 70%. Et si demain je vous dis que vous avez un vol pour Paris et que vous avez 70% de chances d'arriver à destination, est-ce que vous prenez le vol? C'est exactement cela la problématique de la planification financière. Est-ce que je vais prendre plus de risques en phase d'accumulation, ou mettre plus d'argent de côté pour pouvoir avoir le style de vie souhaité pour que chaque million de $ me génère environ 28 000 $ de revenus pour le reste de ma vie, ou bien je vais prendre moins de risques en phase d'accumulation, je vais prendre plus de risques à la retraite, mais je vais me retrouver en situation de difficulté. Et ben, voilà la problématique, voilà pourquoi c'est compliqué de garder ce style de vie, que c'est complexe, mais l'opportunité que nous avons, c'est que nous sommes résidents fiscaux américains aujourd'hui, que nous avons la capacité de pouvoir changer les stratégies qui sont à notre disposition. L'opportunité, c'est de résidence fiscale maintenant. Peu importe où on sera à l'avenir, on peut repartir dans 2 mois, 2 ans, 20 ans, ou rester ici. Peu importe où on sera, on va garder les avantages financiers, fiscaux et légaux des stratégies que je vais pouvoir vous proposer. Et à terme, se mettre dans une position où on va pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Donc pour ce faire, il s'agit d'introduire 2 stratégies. Premièrement, la stratégie que j'appellerais de flooring et l'autre de bucketing. Flooring, c'est la compréhension qu'il y a 2 types de dépenses dans notre vie. Les dépenses de base, qui sont se nourrir, se loger, se vêtir, etc. Et il y a les dépenses dites discrétionnaires, de fun money, de voyage, les enfants, les petits-enfants, etc. C'est un chiffre qui est très personnel. Ça peut être 2 000 $, 4 000 $, 5 000 $, 10 000 $. Si on a ce chiffre qui rentre de manière complètement garantie pour le reste de notre vie, pour nos dépenses de base, et ben le reste de nos finances vont pouvoir être dépensées pour les fun money, pour voyager, les enfants, etc. Et deuxièmement, c'est l'aspect de bucketing. Il faut comprendre qu'à la retraite, au lieu de penser j'ai eu ma phase d'accumulation, j'ai ma phase de retraite, et penser à la retraite que d'une seule phase, en fait, à la retraite, on va passer par normalement 3 phases. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle les go-go years. On a la santé, on a la vitalité, on vient de partir à la retraite, on veut voyager, on veut profiter des enfants, des petits-enfants, on va très probablement dépenser de l'argent. Et on espère que cette période va durer le plus longtemps possible. Puis petit à petit, on va passer par une deuxième phase qu'on appelle les slow-go years. On va perdre en mobilité, en motricité, on va se replonger dans les livres, dans Netflix, et on va dépenser un peu moins d'argent. Et enfin, malheureusement, c'est la dernière phase de notre vie qu'on appelle les no-go years, où on n'a plus la capacité de pouvoir se mouvoir, on va développer des pépins de santé et les frais liés à la santé vont augmenter de manière exponentielle. Et donc l'idée, c'est de dédier un certain nombre d'actifs à certaines de ces classes d'actifs. Donc, pour faire un point sur l'aspect flooring, il y a 5 sources de revenus: la sécurité sociale française, américaine, les complémentaires de retraite françaises, les pensions, les benefit plans de votre employeur, si vous avez la chance de toujours en avoir un, et les annuities, les income annuities que nous avons vus ensemble. Et je vais finir là-dessus, on a 5 minutes maintenant. Pour finir là-dessus, c'est la conjonction de ces 3 stratégies, à la fois la stratégie à la française, qui en anglais s'appelle probability based, deuxièmement la stratégie de flooring, et troisièmement la stratégie de bucketing.
Donc, pour ce faire, je vais assumer un certain nombre de variables, à la fois, par exemple, quelqu'un qui prend la retraite à 65 ans, peu importe, ça peut être 60 ans, 70 ans, avoir un certain montant de patrimoine qui correspond à 100% du patrimoine, je vais prendre 1 million par exemple pour l'exemple, ça peut être plus, ça peut être moins, qui est diversifié en real estate, en financier, en cash, en business, etc. Et l'idée, c'est de générer un revenu, donc par exemple 5%, je vais payer 20% d'impôts, ça me fait 40 000 $ net. À cause des risques qu'on a vus ensemble de longévité, d'inflation, de taxation et de risque en lui-même, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Donc l'alternative que nous avons à notre disposition, c'est tout simplement, au lieu d'avoir l'ensemble de ce million de dollars ici de côté dans l'ensemble de ces classes d'actifs-là, on va en fait avoir que 800 000 $ ici et d'avoir un autre actif ici de 200 000 $ qui, lui, a des caractéristiques complètement différentes que les autres actifs qui sont ici. Et celui-ci va avoir 3 caractéristiques majeures. Un, il va générer un rendement qui est supérieur à l'inflation, 3 à 5%. Il ne faut pas s'attendre à gagner du 7, 8, 9, 10%. Son rôle, c'est de générer que 3 à 5%. Il est tax-free et il est garanti d'augmenter quoi qu'il arrive. Et c'est un instrument qui malheureusement n'existe pas en France, mais il existe ici aux États-Unis, et c'est ce qu'on appelle le cash value life insurance. Et en plus d'avoir une épargne qu'on appelle cash value, il a également un aspect de death benefit. Il y a une assurance décès qui est attachée à ce même instrument, qui, si nous avions 200 000 $, nous aurions environ 500 000 $, qui va augmenter également de manière exponentielle jusqu'à un âge, qui est l'âge de 100 ans. Et au-delà, ça va continuer d'augmenter à 3 à 5%, mais il n'y a plus de risque pour la compagnie d'assurance. C'est-à-dire que si on décède entre maintenant et 100 ans, il y a un effet de levier en cas de décès qu'on laisse à la famille, à nos bénéficiaires. Donc, stratégiquement parlant, les caractéristiques de cet actif, c'est qu'il est plus fort que l'inflation et tax-free. C'est-à-dire que si entre 65 ans et 85 ans, on laisse courir cet actif, alors on peut l'utiliser à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison, mais si on ne l'utilise pas, eh ben, ces 200 000 $ vont doucement mais sûrement se retrouver à 550 000 $. L'assurance décès se rapproche des 750 000 $. Et ça veut dire qu'à 85 ans, si j'ai 550 000 $ tax-free, j'ai assez d'argent pour finir mes vieux jours tranquillement. Et en cas de décès, je laisse 750 000 $ au lieu d'1 million de dollars qui lui serait taxable. Et donc, ça me permet maintenant d'utiliser, d'orchestrer le reste de notre actif de manière plus optimale. Je peux maintenant me permettre d'utiliser le capital et les intérêts pour générer du revenu au lieu de vivre que des intérêts. Et si on fait les maths, ça va être très simple. Il nous reste 3 minutes et on va finir là-dessus. Tout simplement, 800 000 $ divisé par 20 ans, ça veut dire que je prends 40 000 $ de mon capital chaque année. Et en plus, à cela, j'ai assumé que mon patrimoine me générait 4% de rendement. 4% de 800 000 $, ça fait 32 000 $ d'intérêt. Donc, ça veut dire que j'aurais généré 72 000 $ de revenus comparé à 40 000. Sur 20 ans, ça fait 40 à 60% de revenus supplémentaires. La problématique de l'inflation est complètement annihilée. Deuxièmement, c'est la taxation. Dans la stratégie numéro 1, j'aurais payé 10 000 $ en impôts pour le reste de ma vie, la différence entre 50 000 et 40 000 $. Dans la stratégie numéro 2, j'ai que 800 000 $ à risque. Dans la première année, je vais payer 8 000 $. Puis après 10 ans, j'ai plus que la moitié, donc je vais payer que 4 000. Et après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer puisque je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Si je fais les maths, 20 fois 10 000 $ dans la stratégie numéro 1, j'aurais payé 200 000 $ en impôts. Dans la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, j'aurais payé que 80 000 $. Sur les 20 premières années, j'ai réduit de 60% l'impact fiscal. Peu importe si je reste aux États-Unis, je suis en France, peu importe où mes actifs sont situés. Et deuxièmement, si je suis encore en vie à 85 ans, j'ai plus jamais d'impôts à payer dans la stratégie numéro 2, alors que je vais continuer à payer mes 10 000 $ d'impôts dans la stratégie numéro 1. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Déjà, je suis moins exposé au risque parce que j'ai que 80% de mon patrimoine qui est à risque comparé à 100%. Et deuxièmement, c'est mes actifs les plus risqués que je vais dépenser en premier. Mes actions, mes obligations, puis mon immobilier pour me retrouver dans une situation qui est complètement sécurisée. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir avec cette première stratégie? J'ai généré plus de revenus, j'ai payé moins d'impôts, j'ai pris moins de risques et j'ai assuré ma succession. Et enfin, je finirai là-dessus, il nous reste 2 minutes, c'est de tirer avantage de cette stratégie de flowing, donc bénéficier de tout ce qui est assurance, l'assurance de la partie annuities, income annuities, en plus de la sécurité sociale française, américaine, complémentaire et les defined benefit plans. Si par exemple, je n'avais pas 800 000 $ ici, mais 600 000 $, et que j'avais un autre actif de 200 000 $ qui est mon annuity, eh ben, on a vu ensemble que 5% de 200 000 $, ça fait 10 000 $ par an pour le reste de notre vie. Si j'ajoute à cela la sécurité sociale française et américaine, par exemple 35 000 $, ça fait que j'ai un chèque de 45 000 $ pour le reste de ma vie. Si 45 000 $, 4 000 $ par mois correspond à mes dépenses de base, eh ben, tout simplement, j'ai réussi ma stratégie de paycheck. J'ai mon paycheck qui rentre pour le reste de ma vie. Et maintenant, le reste de mes finances ici, c'est mon playcheck. C'est mon fun money que je peux dépenser à mon rythme. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai tout dépensé, l'ensemble de ces 600 000 $, juste pour mon fun money, ben, j'ai encore 550 000 $ qui m'attendent cette fois-ci tax-free, toujours au-delà de mes 45 000 $, si je suis encore en bonne santé. Et en cas de décès, je laisse mes 750 000 $ tax-free. Au final, j'aurai généré plus de revenus, payé mon impôt, prendre moins de risques, assurer ma succession. 60% dans l'ensemble des actifs que nous connaissons, real estate, investissement, cash, etc. 20% en épargne
cash value life insurance et 20% en annuity. C'est la stratégie la plus optimale pour générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer votre succession. Je vous remercie. Il est 4 heures. Vous pouvez. Bravo. Ouais. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça va être assez rapide, mais n'hésitez pas à revoir le replay. Si vous et n'hésitez pas à faire une capture d'écran de ce schéma particulièrement clair à la fin. Et celui qui a compris à la fin le schéma, n'hésite pas. Je pense qu'il a gagné un truc. Mais ceci dit, ton explication est particulièrement claire. Est-ce que donc les personnes sont toujours avec nous, là, sauf ceux qui vont nous quitter pour aller dans d'autres Voilà. Salles. On vous invite à sortir de cette salle et de rejoindre la dernière conférence de la journée sur les 12 façons de se protéger ici aux États-Unis, qui est une conférence clé. Si vous avez peut-être 2-3 questions, je peux les prendre peut-être maintenant et on va clore d'ici quelques minutes. Alors, pour poser, tout d'abord, sache qu'il y a Laura qui te dit au revoir, Stéphanie qui te dit j'ai pris des screenshots et des photos, donc elle va faire le boulot. Bravo pour ces infos, j'ai du boulot aussi. Donc voilà, écoute, les personnes qui nous quittent sont en train, pour la plupart, de te remercier, de te féliciter et de te dire qu'ils ont été intéressés, une fois de plus, par ta présentation. Techniquement, pour poser des questions ou pour prendre rendez-vous, il faut cliquer à gauche, je crois, sur le bouton Expo, c'est ça? Oui, alors, pourquoi pour poser des questions? Non, mais on va prendre les questions par écrit, en fait. On va les poser par écrit. Non, mais pour prendre rendez-vous avec toi. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur Expo. Vous avez de toute façon mes coordonnées sur la plateforme. Connectez avec moi sur LinkedIn. Prenez directement rendez-vous sur Expo. Vous avez directement accès à mon calendrier. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. On n'a pas de frais pour pouvoir faire notre analyse pour nos clients. On a décidé depuis 2020 de waive le fee pour notre clientèle qui a moins de 23 millions de dollars de patrimoine. Donc, on fait toute notre analyse pour le bénéfice de nos clients. Voilà, on se donne à 100% avec l'ensemble de la communauté française et on espère être là pour les années à venir. Ok, et les questions, écoute, si tu veux en traiter quelques-unes, on va commencer par une très généraliste qu'on a posée 2 fois. Une Boifé, une Carolina et une Stéphanie qui m'ont demandé, avec la pandémie, peut-on encore garantir un investissement rentable? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Puisque je te rappelle que quand même, dans la formulation un peu de ce séminaire, il y avait faut-il investir sur les marchés, etc. Donc vraiment, c'était une vraie question qu'on se pose. Alors la réponse est oui, et je pense avoir y répondu, notamment par la première question qui a été qu'on a pu aborder, c'est que tant que les banques centrales américaines ou les banques centrales mondiales impriment de l'argent, il faut surfer cette vague. Parce que si on est de l'autre côté de la balance, avec l'augmentation potentiellement de l'inflation, eh ben on va perdre de l'argent au quotidien. Donc il s'agit d'avoir une partie de notre argent qui est investi, et il s'agit de l'être. C'est pas une question de timer le marché. La question est d'être investi. Si c'est pas encore le cas, il faut s'y mettre. Si vous êtes déjà investi, il s'agit de continuer à être investi et d'avoir des actifs non corrélés pour tirer avantage d'autres opportunités si elles arrivent. Mais une partie du patrimoine doit être investie. On s'attend à ce que le marché puisse augmenter. Il y a une augmentation des taux d'intérêt il y a peu de temps. C'est pour ça qu'il y a énormément de volatilité à l'heure actuelle, que les marchés sont négatifs. Mais ça, c'est parce qu'il y a des attentes d'un retour à la normale. Si la Banque centrale américaine est confortable d'augmenter les taux d'intérêt, c'est parce qu'elle sent qu'il y a un rebond où l'économie va revenir rapidement. Et donc, c'est un bon signe. Donc, à court terme, évidemment, il y a une réallocation d'un certain fonds de money manager des actions vers les obligations, puisqu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, d'où une petite volatilité à court terme, mais ça veut dire qu'on est sur des bons signes. Ok. Est-ce que tu veux traiter d'autres questions ou est-ce que tu souhaites proposer aux personnes de les poser par écrit, de prendre rendez-vous avec toi? Par exemple, de Benjamin, y a-t-il une mise minimale de départ dans un capital annuity? Je crois que c'est 25 000 dollars de départ. Une pénalité est appliquée si on choisit une période de 3 ans, 6 ans et souhaitant retirer l'argent avant de ce terme. Alors la réponse est oui. Si vous tirez l'argent avant du terme, il y a une pénalité potentielle, sachant qu'on peut toujours sortir jusqu'à 10% de la valeur sans application. Mais en effet, l'idée quand on part sur le terme de 1 an, 3 ans, 6 ans, l'idée c'est de s'y tenir. Mais généralement, on va surtout utiliser pour tout ce qui annualise les instruments de retraite. Déjà les IRA ou Roth IRA existants. Ou si vous avez 401k ou Roth 401k, on va transférer ça vers un IRA, un Roth IRA, et positionner ce type d'instrument-là. Et comme généralement c'est pour la retraite, on peut se permettre d'avoir cet horizon-là.
la problématique de liquidité n'est pas une problématique, et ainsi on peut tirer avantage vraiment de ce buffer, de cette sécurité d'une compagnie d'assurance qui nous l'assure et qui ne nous oblige pas à nous de pouvoir gérer le risque en interne grâce à la théorie moderne du portefeuille, et ainsi d'être fullement agressif sur le marché et d'avoir de la sécurité. Extrêmement intéressant. Ok, tu veux choisir toi-même les questions auxquelles tu réponds? Sinon, je pense qu'on va clore, il est 4h05, ça va permettre aux dernières personnes, vous êtes encore 35, de passer sur notre conférence. Si vous avez d'autres questions, je suis évidemment à votre disposition, n'hésitez pas. Je te remercie, Romain. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de t'entendre sur ce sujet, sur lequel tu es particulièrement brillant, et à très bientôt aussi. Merci beaucoup. On espère te revoir aussi sur le Fan District, où je sais que tu vas organiser une prochaine conférence. À très bientôt, Alexandre. À très vite. Au revoir. Bye bye.